Bonjour et bienvenue dans le programme dominical avec On en parle à Taïwan, animé aujourd'hui par François-Xavier Boulet. Meg et Sasa, bonjour. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder des sujets sexy ou pas sexy. Alors moi, c'est pas sexy, même si ça nous fait lever les yeux vers le ciel, puisque je parlerai des satellites en basse orbite terrestre pour assurer une communication sûre à Taïwan, qu'il y ait des catastrophes ou pas. D'accord. C'est sûr que ça, c'est pas de catégorie sexy. Non. Et ça Alors moi, je vais vous parler d'un éventuellement changement d'horaire à Taïwan, pas vraiment l'heure d'été, l'heure d'hiver comme en France, mais l'heure de Taïwan et l'heure de Pékin. Alors, est-ce que c'est sexy ou pas ? Ça peut l'être, ça dépend des identités. Et de mon côté, je vais vous parler de la gastronomie, et notamment à travers le célèbre livre, peut-être le livre le plus parlé à Taïwan en ce moment, Taiwan Travelogue. C'est le livre en vogue. En vogue, on pourrait dire. Ou en vlog. En tout cas, ça rime. C'est Travelogue. Et c'est beaucoup plus sexy comme sujet. En tout cas, ça nous donne faim. Est-ce qu'on va commencer par ça alors du coup Exactement. Non Pour nous mettre en appétit. Ok. Alors, vous savez peut-être qu'au début de la semaine, le roman de Yang Shuangzi, Taiwan Travelogue, a été primé de International Booker Prize. C'est l'un des plus grands prix à l'international qui récompense la littérature traduite en anglais. Mm-hmm. Et Taiwan Travelogue, qui avait déjà remporté des prix aux États-Unis et cette fois-ci au Royaume-Uni, est de nouveau très parlé à Taïwan. Oui. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plutôt la gastronomie parce que c'est décrit comme un roman plutôt subtil, à la fois romantique et qui parle du colonialisme à l'époque japonaise, mais aussi de la gastronomie parce qu'il évoque effectivement un voyage effectué par une japonaise accompagnée d'une traductrice taïwanaise. Un voyage pour découvrir les plats ou qui découvre les plats en même temps, c'est ça ? Qui découvre le plat en même temps et qui évoque aussi les relations entre les deux personnages qui sont amoureux sans le dire en fait, parce que à l'époque, c'était pas encore vraiment autorisé. Alors du coup, dans ce livre, il y a au total 12 principaux plats. Mais je dois préciser, c'est pas uniquement des plats, ça comprend aussi des choses qu'on mange en apéritif, des hors-d'œuvre ou alors des boissons. D'accord. Alors, la première chose, c'est quelque chose qu'on consomme beaucoup lors du Nouvel An lunaire, traditionnellement, lorsqu'il n'y avait pas encore l'invention des téléphones portables intelligents, parce que les familles étaient vraiment réunies et on devait se parler, n'est-ce pas ? Alors, donc, lors du Nouvel An, il y a le fameux qu'on appelle guazi, donc les graines de courge, enfin de citrouille, ou alors de pastèque, ou encore de tournesol en fait, que les Taïwanais, le monde chinois en fait en général. Pépins, il faut bien décortiquer pour pouvoir manger l'intérieur. Donc c'est vraiment, on peut pas passer à l'intelligence artificielle ou à l'automatisation pour les consommer. Et sinon, de manière générale, les Taïwanais en consomment lorsqu'on prend un thé, on se fait un thé, on se prend le temps pour discuter. Et ça, c'est quelque chose qui accompagne donc le thé. Alors, dans l'ouvrage, c'est la japonaise, donc la protagoniste principale de l'ouvrage qui visite donc pour la première fois Taïwan et qui va au marché et qui, lors de négociations, le petit marchand a offert à cette japonaise les graines de courge qu'elle ne connaissait pas. Elle ne savait même pas comment c'est ce que consommer. Comment ça se consomme. Comment ça se consomme. Et c'est lorsqu'elle était coincée à peu près avec comment consommer ces graines qu'elle a rencontré l'autre protagoniste, taïwanaise, qui est son interprète par la suite. Et c'est la taïwanaise qui lui a appris comment consommer cela. D'accord. Et la japonaise l'a décrit comme un aliment plutôt intéressant. C'est marrant que je ne pensais pas qu'ils ne mangeaient pas ça au Japon, quoi. Oui, c'est plus du monde chinois en fait. D'accord. Et le deuxième aliment que je souhaite citer, c'est ce qu'on en mange encore aujourd'hui à Taïwan, c'est mi tai mu. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah oui, c'est super bon ça. C'est super bon, mais tu le connais peut-être en version salée ?
Je connais que en version salée, oui. Oui, mais en fait, finalement, ça existe aussi en version sucrée et ça peut se manger avec la glace pilée. Ah si, j'ai Et déjà aussi mangé, oui. des perles, en fait, qui Oui. sont... Du coup, ça se serve uniquement en été. Oui. Alors, donc, c'est comme des nouilles, mais C'est ça. faites à partir de jus de riz broissé. Et par la suite, on le tamise Oui. et on obtient une sorte de... Ça tombe C'est dans une l'eau, en pâte fait. élastique, quoi. Voilà. Mm. Et du coup, on peut consommer ça souvent. Souvent, à Taïwan, ça peut se servir comme du plat, mais dans le livre, c'est cité comme quelque chose qu'on mange après le repas. Donc, ça D'accord. remplaçait pas le repas. Mais de manière générale, lorsqu'on mange cela en salé, ça s'accompagne avec rōzao, donc avec une viande hachée avec sauce, Mhm. avec aussi des ciboulettes frites Oui, et coupé aussi tout petit. coupées tout petit, et aussi des œufs cuits dans sauce de soja, en fait. Ça, c'est D'accord. manger salé. Et ça, c'est aussi un aliment cité dans le livre. Oui. Et le troisième que je souhaite citer dans le livre, c'est quelque chose que je connais absolument pas. Apparemment, c'est typique de la région de Taichung, donc du centre de Taïwan. C'est une soupe faite à partir de la feuille du jute, donc la plante. Ah ouais, Oui. d'accord. Et apparemment, à Taichung, comme c'est spécifique de cette région, pour la fête des bateaux dragons, Oui. on dit que lors de cette fête, il faut manger donc de zongzi, donc le riz glutineux enveloppé dans une feuille, Oui. accompagné de cette soupe maï, se mettre en tong japonaise en bois, Mhm. et en plus, il faut appuyer fort, il faut donner des coups de pied forts au sol. Ah, ça, c'est naturel. De toute façon, dès que tu mets des tongs en bois, t'as toujours envie de faire boum, boum, boum. Alors, Oui, alors donc cela consiste à prendre cette soupe oui. avec de la feuille du jute et de marcher fort. Et cela signifie, apparemment, on croyait que il y avait un pangolin doré qui vivait sous le sol de Taichung Mhm. et qui se réveillait régulièrement. Et du coup, lorsqu'il se réveille, il permet de remuer la terre. Donc ça aidait les agriculteurs. Ah. Mais comme c'est un pangolin qui aimait bien dormir, et surtout en été comme il fait chaud, alors l'objectif le de réveiller. cette tradition, c'est de réveiller le pangolin avec le tong en bois Oui. pour qu'il aide l'agriculture. Moi, quand j'étais petit, il fallait pas aider le pangolin à se réveiller, mais il fallait marcher en faisant du bruit, des vibrations dans le sol pour chasser les serpents éventuels. Mhm. Voilà. C'est pas du tout pareil. Donc, avec cette soupe, qui est consommée donc lors de la fête des bateaux dragons, c'est considéré comme un plat traditionnel de Taichung. D'accord. Et d'autres plats cités, il y a aussi le sashimi, donc le poisson cru du Japon. Ça, on en évoque plusieurs fois, ce qui n'est pas vraiment étonnant parce que Taïwan a été colonisé par le Japon. Oui. Et il y a aussi, donc, ce que j'en disais, la sauce de viande braisée, en fait, qui est souvent mélangée avec des oignons, aussi des champignons, tout cela dans de sauce de soja. Et dans le livre, les deux protagonistes ont évoqué le rōzao fan, donc la viande hachée avec le riz, Oui. et le luro fan, une sorte de... C'est pareil aussi. presque. Ça se ressemble presque en fait. Je pense que c'est plus la partie de la viande utilisée et aussi comment c'est coupé. Et du coup, les protagonistes ont eu beaucoup de discussions pour comparer ces deux plats qui se ressemblent et D'accord. qui font Sachant partie de la vie quotidienne des Taïwanais. Oui, En fait. sachant que le deuxième, c'est ce qu'on appelle communément le riz au porc braisé. Mhm. Voilà. Et il y a une boisson qui est citée, c'est ce qu'on appelle le donggua cha. C'est une sorte de...
C'est pas du thé, en fait, c'est... Non, c'est une boisson sucrée à base de courges d'hiver. Oui, de courges d'hiver. Ça fait pas sexy, ça. Courge cireuse, la courge est mijotée en fait pendant très longtemps avec du sucre et par la suite, une fois refroidi, on le fait en sorte de briques. Ça devient des briques de courge cireuse et qu'on conserve en sec et qu'on réalise des boissons en été en fait. Du coup, il suffit de le rediluer dans de l'eau à chauffer pour en faire un bon sirop, quoi. Oui, et par la suite, parmi les plats cités, il y a aussi le curry qui est originaire de l'Inde, mais les Japonais ont créé leur propre style de curry. Et là, la japonaise était émerveillée que la taïwanaise savait réaliser une sorte de curry à base du poisson très célèbre pour le sud de Taïwan. C'est une sorte de tazar rayé en fait. D'accord. Qu'on mange avec en bouillie dans le sud de Taïwan en fait. Il y a aussi le sukiyaki qui est du Japon et à l'époque du coup la japonaise s'est rendue compte que comme les Taïwanais ne mangeaient pas de bœuf traditionnellement pour une raison le fait que cet animal servait à cultiver les champs et du coup ils ont réalisé ce plat traditionnel du Japon mais à partir du porc. D'accord. Oui, et du coup, les deux protagonistes ont partagé leurs souvenirs par rapport à ce plat. Et apparemment, c'est la première fois que les deux protagonistes ont eu une conversation plutôt approfondie. Un autre plat traditionnel qu'on peut citer, c'est dans les banquets traditionnels à Taïwan, on peut réaliser une sorte de soupe à partir du reste de table. C'est-à-dire tous les plats qui restaient, traditionnellement, on les rassemblait, on cuit, on réalise une sorte de soupe en mélangeant tous ces... pour pas perdre. Et donc, c'était aussi quelque chose qui n'existait pas au Japon. Et du coup, c'est lors de la consommation de cette soupe, en fait, lors d'un banquet, que la traductrice a présenté sa démission à la japonaise. C'était la fin de leur... fin de leur histoire. Oui. Mais la vraie fin de leur histoire, c'est plus un midobing, donc une sorte de glace pilée mélangée avec du haricot rouge, mais aussi des fruits confits de Taïwan. Et c'était la dernière fois qu'elles ont mangé ensemble durant tout leur voyage à Taïwan. Ça donne faim en tout cas. C'est sûr. Et ça fait un panel assez complet finalement. Il y a à boire, il y a à manger, il y a 12 plats. C'est quasiment un repas de fête complet avec les 12 plats traditionnels. Oui, c'est un long voyage à Taïwan, je suppose aussi. Oui, tout à fait. Et un autre voyage, alors un peu plus dans les airs, c'est celui des satellites qui doivent couvrir les communications à Taïwan. Surtout sans gastronomie. Sans gastronomie, mais qui pourrait peut-être nous assurer de pouvoir savoir où trouver de quoi s'alimenter en cas de catastrophe naturelle, de crise ou de guerre. Parce que, on le sait, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la communication par satellite est très importante. Si toutes les autres communications classiques sont coupées. Et on sait qu'on ne peut pas dépendre uniquement d'un seul fournisseur. On pense tous ici à Elon Musk, bien sûr, et son système de satellites. Qui n'est pas grand ami de Taïwan. Voilà. Donc Taïwan, pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, préfère diversifier la demande et surtout la couverture. Alors il y a quelque temps, on a déjà parlé avec la compagnie de télécom publique d'une coopération avec le développement de satellites basse orbite par le gouvernement, mais aussi des sociétés taïwanaises. Et aujourd'hui, si on reparle de ça, c'est parce que Léo arrive à Taïwan. Alors, c'est qui Léo ? Ce n'est pas Léopard, c'est Léo arrive. Léo, en fait, non, c'est tout simplement le sigle anglais de orbite terrestre basse. Et c'est le nom du projet d'Amazon. Tout le monde connaît Amazon pour autre chose que les satellites, n'est-ce pas ? Ouais. Eh bien, ils se spécialisent de plus en plus dans la communication et ils viennent de signer un contrat avec la compagnie télécom taïwanaise Far EasTone, donc Yuan Chuan, pour justement avoir un accord stratégique pour un service de constellation de satellites en orbite basse
par Amazon pour couvrir tout Taïwan. Le but, c'est pas de répondre en cas de guerre à vraiment une couverture stable, mais aussi d'offrir un réseau Internet par satellite sûr, à haut débit, y compris dans les montagnes ou les zones parfois reculées. Donc ça intéresse beaucoup les autorités des parcs naturels ou nationaux de Taïwan qui parfois manquent de réseau. Et là, il n'y a pas besoin d'antennes relais au sol, donc il n'y a pas tous les problèmes de développer une antenne justement dans des zones paysagères. Du coup, ça me fait penser Oui. le montant d'investissement colossal que Taïwan a fait ces dernières années justement pour équiper les montagnes afin de venir au secours des personnes en montagne en fait. Voilà. Pour les communications. C'est pas un montant qui est réduit à zéro parce que c'est complémentaire et l'un n'empêche pas l'autre. Ça peut justement non seulement se complémenter mais s'appuyer l'un sur l'autre. D'accord. C'est-à-dire que le réseau au sol peut aussi s'appuyer sur un relais de satellite basse orbite au cas de besoin. D'accord. Et c'est comme cela qu'on peut accéder, par exemple, on pense aussi au tremblement de terre qui avait eu lieu à Hualien il y a 1 an et demi, presque 2 ans. Oui, en avril. Où les infrastructures rendaient inaccessible aux secouristes la zone. On avait pensé à développer des drones pour y aller, ça marche bien, mais le réseau satellite basse orbite peut permettre au moins de communiquer avec ceux qui sont bloqués sur place, de mieux savoir les localiser et éventuellement de répondre à leurs besoins. En fait. Voilà, donc tout ça, ça se complète bien sûr. Et on annonce un débit qui pourra aller jusqu'à 1 gigabyte par seconde, donc ce qui est énorme pour le téléchargement descendant, c'est-à-dire pour télécharger sur soi, mais aussi on peut uploader, donc télécharger en amont, téléverser, qui sera lui de 400 mégabytes par seconde, c'est-à-dire ça surpasse largement l'offre des satellites géostationnaires traditionnels. Donc en termes de communication, pour les zones blanches ou reculées, ça veut dire qu'il y a toujours une communication possible et stable. Même s'il n'y a plus d'électricité dans ces zones ? Même s'il n'y a plus d'électricité, si tu as assez d'autonomie sur ton appareil. C'est-à-dire quelques heures, quoi. C'est-à-dire quelques heures, voilà. Par contre, ça pourrait aussi permettre d'avoir un réseau, un niveau plus stable de relais de certaines bandes hertziennes, donc pour des radiosatellites, des talkie-walkie ou des radios comme cela, ce que les amateurs radio utilisent aussi. D'accord. Donc ça, c'est intéressant de voir que les deux peuvent se conjuguer et c'est ce sur quoi travaille justement cet investissement colossal de Amazon et de Far Easton. C'est début 2027 que ce sera lancé, mais d'ici la fin de cette année, le ministère du numérique qui a validé cette nouvelle stratégie d'infrastructure, parce qu'on en a besoin, pour complémenter justement celle du gouvernement, eh bien, Amazon va pouvoir développer ses premiers kits qui vont être envoyés à qui, à votre avis ? Parce que c'est pas pour tout un commun, c'est pas n'importe qui, le grand public, qui va l'avoir tout de suite, même s'il y aura forcément un commerce derrière. Et là, vu que c'est un télécom privé, il y aura forcément un abonnement. On estime que l'équipement lui-même coûte 15 000 $ taïwanais l'unité, c'est quoi ? Un peu plus de 400 €. Donc c'est pas donné, mais les premiers équipements vont être distribués avant la fin de cette année pour des premiers tests auprès des services d'urgence, donc des opérations de secours, les hôpitaux, les centres de commandement civil en cas justement de catastrophe, donc tous ceux qui doivent gérer d'abord les urgences. Et après, peut-être que d'autres entreprises pourront se joindre moyennant justement un abonnement ou un financement pour avoir cette activité continue, même en cas de crise, grâce à une connexion par le Léo. J'avais envie de aussi faire une petite parenthèse sur le fait que comment on fait pour l'alimentation électrique en cas de catastrophe, surtout dans les milieux éloignés. En fait, depuis la catastrophe, le grand séisme de Hualien, de plus en plus de Taïwanais achètent des petits appareils générateurs d'électricité. Je crois que c'est comme des groupes électrogènes. Ouais, et je crois que c'est dans les dizaines de milliers de dollars taïwanais. Je ne sais plus exactement le prix. D'euros. Ouais, et pas excessivement aussi cher non plus, mais ça permet apparemment à une petite famille d'avoir entre, je crois, 1 ou 2 jours
d'électricité. Et ça D'accord. marche avec Sud. du pétrole ou... Je crois. D'accord. Ouais. Mm. Moi, j'ai acheté. Alors, c'est pas parce que j'ai particulièrement peur d'une catastrophe, mais je trouve ça trop génial. J'ai pas encore essayé, mais j'ai acheté en fait un petit appareil qui te permet de recharger ton téléphone portable, Oui. donc avec une prise USB, et tu peux en fait le recharger avec du feu de bois. Tu fais un feu D'accord. en fait à partir du feu. Et Ça, ça c'est crée de extraordinaire. l'électricité. C'est génial. D'accord. J'ai trouvé On ça a- trop génial. On a plutôt l'impression que ce genre d'appareil, il faut l'éloigner du feu, en fait. Oui. Oui, mais Oui. bon, là, Oui, c'est un appareil spécial. Oui. En fait, tout ce qui est radio traditionnel ou un petit peu comme ce qu'on appelle les dynamos sur les vélos pour allumer les phares là, dans Mhm. notre jeunesse, c'est le même système. En fait, c'est mécanique. Il suffit d'avoir une manivelle ou de quoi remonter une bande magnétique et ça te recharge un appareil. Mhm. Donc, je pense que ce genre de système peut aussi être envisagé en cas de crise. Je pense que le mieux, c'est en fait le système de, tu sais, les machines à laver avec pédale, Oui. tu vois. En fait, Ouais, si ouais. on crée l'électricité avec Oui. nos pieds, ça va, quoi. Mais bon, Mm. peut-être que là, on n'aura pas une très très grande bande passante. C'est sûr. mais en aura-t-on besoin On En cas de va- on crise, va c'est le élever- strict minimum. On va élever des hamsters pour pédaler pour nous. Dans la grande roue, oui. En tout cas, je pense qu'en Voilà. cas de problème, en cas de catastrophe, le plus grand problème, c'est pas forcément l'électricité, c'est l'eau. Oui. Donc, tout à ça fait. se règle pas par des satellites. Mais Non. Ouais. c'est une autre chose à régler. Voilà. Et je vois que le temps passe, mais sur Oui. quel fuseau horaire est-on Eh ben, pour l'instant, on est sur le fuseau de Pékin. Eh oui. Ah oui. Et du coup, je pose la question, et si changer l'heure pouvait contribuer à affirmer la souveraineté de Taïwan Parce qu'effectivement, Taïwan partage son heure avec Pékin depuis 1945, Oui. et passer à temps universel plus 9 pourrait être un acte fort de souveraineté nationale taïwanaise. C'est-à-dire que sur là, le c'est- même fuseau que le Japon, en fait. Voilà, attendez, D'accord. je vais vous donner les précisions. Oui. C'est ce que défend en tout cas Sacha Chabra, un expert en politique étrangère chinoise, en politique taïwanaise et droits de l'homme. Il a vécu et travaillé et étudié en Chine, à Hong Kong et à Taïwan. Il est diplômé de l'université Chicago, Columbia, London School of Economics, etc. Enfin, c'est quand même un expert. Je ne connaissais pas jusqu'ici, mais il est basé à Taipei et il publie sur Internet des articles dans Formosa Review. D'accord. Et donc le 13 mai dernier, il a publié un long article intitulé « La lumière du soleil, c'est la souveraineté. Taïwan a besoin de plus de temps, au sens propre ». Et en fait, j'ai C'est tout beau d'abord comme titre. découvert cet article parce qu'il a été résumé sur le média francophone Inside Taiwan. Ah, ouais. Alors pour revenir à cet article, Sacha Chabra rappelle que Taïwan est calé sur le temps universel plus 8 depuis 1945, donc le même fuseau horaire que la Chine populaire, et avant cela, Taïwan était calé sur l'heure de Tokyo. Le fuseau TU plus 8 a été imposé par le parti Kuomintang après le départ des colons japonais qui ont perdu la Deuxième Guerre mondiale. Mhm. Rien de surprenant, effectivement, puisque le Kuomintang est un parti nationaliste chinois et après son repli à Taïwan en 1949, suite à sa défaite contre les communistes, l'objectif de Chiang Kai-shek était de reconquérir la Chine. Et les temps ont quand même beaucoup changé depuis, et ça fait plusieurs années que certaines personnes proposent donc de changer ce fuseau horaire de Taïwan pour s'aligner, comme tu l'as deviné, sur le fuseau horaire du Japon et de la Corée du Sud. Mhm. Et en 2017, ça je ne savais pas, mais peut-être que vous saviez, des Taïwanais ont déposé une pétition sur la plateforme de participation aux politiques publiques, J'ai l'impression que ça me disait quelque chose. Oui. voilà, qui permet de soumettre des propositions au gouvernement. Cette pétition a réuni le seuil nécessaire des 5000 signatures, mais il y a eu en même temps une contre-pétition qui a circulé au même moment et a réuni également plus de 5000 signatures. Du coup, le gouvernement était obligé de donner une réponse, mais De toute façon, le gouvernement est obligé de c'est répondre. ça. Et la réponse a été négative. Le gouvernement a déclaré que changer le fuseau horaire ne suffirait pas à faire comprendre au monde la différence entre Taïwan et la Chine. D'après les autorités, d'autres méthodes de promotion de l'image internationale de Taïwan, notamment l'approfondissement de la démocratie et des droits humains, seraient plus efficaces. Mhm. Alors malgré tout, ce sujet refait surface de temps en temps, notamment dans cet article, puisque selon Sacha, changer de fuseau horaire pourrait non seulement changer la vie quotidienne des Taïwanais et le regard que portent les autres pays sur Taïwan. La vie quotidienne, sans Eh quel ben, on va sens commencer par ça. Moi, je trouve ça très intéressant. J'avais jamais réfléchi, mais en fait, le soleil se lève très tôt à Taïwan et se couche très tôt aussi. Oui, Et- trop tôt. Voilà.
Alors, quand on est étranger, européen, on pense que c'est trop tôt. Tout à fait. Alors que Taïwan est un pays qui vit beaucoup la nuit quand même. Oui. Et on rentre chez soi le soir dans l'obscurité en général après le travail. Et donc ajouter une heure de lumière en soirée permettrait peut-être un peu plus de loisirs en extérieur le soir. Et sans doute une grosse économie électrique en C'est termes possible. d'éclairage, Tout à je fait. pense. Mais ça va à contradiction de la pratique traditionnelle des agriculteurs qui se lèvent très tôt, en fait, pour aller sur les champs. En fait. Mais ça ne les empêcherait pas de se caler, de Mais se ça lever va un faire jour plus tôt. sombre, en fait, le matin, lorsqu'ils se lèvent très tôt le matin, en fait. Ça Oui, va ce faire plus serait sombre. un peu plus sombre. C'est possible, mais en fait, je veux dire, rien ne les empêche de changer leur heure de travail. Tu vois ce que je veux dire ? Si pour eux c'est important de se Décaler, lever tôt, voilà. mais bon, je comprends, il y a des Oui. arguments pour et contre. Mais en tout cas, il dit que aussi, comme les écoles commencent à 8h et les bureaux commencent même plus tard, ça aurait en fait peu d'impact pour les travailleurs, en tout cas dans les villes et les écoles. Et en ce qui concerne l'impact international, rejoindre le fuseau horaire du Japon et de la Corée signifierait que les bases de données des vols aériens et les médias internationaux risqueraient moins de confondre l'heure de Taïwan avec celle de la Chine. Et il faut rappeler quand même que malgré l'étendue énorme de la Chine, tout le pays est Tout est calé unifié. sur un seul fuseau horaire, ce qui est vraiment un choix politique de Pékin, parce que d'autres pays comme les États-Unis, la Russie, le Canada, l'Australie ou le Brésil sont sur plusieurs fuseaux horaires. Et donc, selon Sacha, ce serait un acte de souveraineté plus fort que bien des discours, puisque les billets d'avion, les réunions en visioconférence, etc., porteraient la mention Taiwan Standard Time. Ce serait une reconnaissance de fait, gravée dans chaque agenda numérique de la planète, que Pékin ne peut pas contrôler en fait l'heure de Taipei. Et donc Sacha souligne que Taïwan, suite à la démocratisation, a pu réécrire les récits historiques pour être plus centré sur Taïwan plutôt que la Chine, a pu réhabiliter des langues locales, libérer la libre expression des différentes opinions, etc. Mais que le fuseau horaire est l'un des derniers héritages de l'époque autoritaire et peut-être l'un des plus visibles finalement pour le monde entier. Donc il rappelle que si la démocratisation de Taïwan a été bénéfique pour ses habitants et qu'elle a contribué à recueillir le soutien des États-Unis et de l'Europe, cet argument qui avait été en 2017 soulevé par le gouvernement n'est plus forcément convaincant de nos jours pour, par exemple, le gouvernement de Donald Trump, qui ne s'intéresse pas forcément beaucoup à la démocratie. Et, Ça, bah oui. c'est rien de le dire. Et la démocratie distingue Taïwan de la Chine aujourd'hui, mais selon Sacha, elle n'est pas forcément la principale cause de la division nationale entre les deux pays et ne justifie pas nécessairement l'indépendance souveraine de Taïwan. Donc en fait, pour lui, il y a d'autres éléments sur lesquels on peut jouer, notamment le fuseau horaire. D'accord. Et il revient aussi dans son article sur les différents points soulevés par le gouvernement pour refuser cette proposition en 2017. Je ne peux pas tous les mentionner ici parce que vraiment son article est hyper long. Oui. Je vous invite à retrouver le lien si ça vous intéresse sur la page de cette émission. Oui. Donc, voilà. Alors qu'en pensez-vous ? Super. Est-ce qu'on doit changer le fuseau horaire ou pas ? Ça, c'est une bonne question. Ça me fait penser à la question qui revient tout le temps en France de savoir est-ce qu'il faut arrêter le changement d'heure ou pas. Ouais, mais Changer. c'est différent parce que nous, Parce on qu'il y a change dans des l'année. arguments Quoi. des deux côtés, c'est Changer sûr. pour cause économique ou changer pour cause politique. Bah, en tout cas, moi, personnellement, je pense que ce serait tellement bien de terminer le travail quand il fait encore jour. Ça, c'est vraiment une chose qui plombe en fait le moral à Taïwan. Je trouve que la nuit se couche aussitôt. Surtout Donc, l'hiver. L'hiver, des fois, à 17h, il fait déjà Ouais, nuit. c'est dingue. Bah, en France, c'est pareil. Il fait Non, nuit en été, il C'est fait quand nuit à même 22 décalé heures. autrement. Oui, mais en été. Mais en été, hiver, il fait... l'hiver, à 18h, il Ouais. commence à faire nuit. Mais Mais il lève- jamais si tôt que Il ça. fait plus de soleil. Les journées sont plus courtes, c'est sûr. Voilà, en hiver, C'est sûr. en Europe. Mais à que par Taïwan, rapport à c'est toute Taïwan. l'année. C'est toute Ouais. l'année, ça plombe le moral quand même en été, quoi. Donc, enfin, Moi, bon. plus que le moral, c'est plus l'aspect économique, environnemental, de me dire si ça fait moins de lumière, on gagne 1 heure d'éclairage en moins le soir, même si tout est éclairé tout le temps. Je pense que ce serait pas mal parce que le matin, même si on devrait éclairer plus tôt pour ceux qui se lèvent plus tôt, ce serait quand même beaucoup moins de personnes et moins C'est de sûr. lieux à éclairer que le soir comme ça. Quoi. Mhm. C'est sûr. C'est surtout ça que je retiens. Après, sur la souveraineté, je sais pas. Pour la souveraineté, non, c'est pas, je sais pas, mais je pense que la solution à ton problème, c'est de finir la journée plus tôt. On va se battre plus tôt pour ça, en fait. On va réduire Voilà. à 5 heures de travail 5 heures par jour. Je crois que cet argument est
être encore plus difficile à faire passer à Taïwan. C'est sûr. Argument de souveraineté, je sais pas, mais c'est intéressant en tout cas de voir que ça peut être vécu comme ça, c'est sûr. Parce que le Taiwan Standard Time, ce serait vite un Chinese Taipei Standard Time, quoi. Ah, je sais pas. Qui pourrait l'imposer finalement, Chinese Je sais Taipei pas, en fait. Heure de Taipei, on dirait, plus que de Taïwan, j'imagine. Je croyais qu'il y avait une règle internationale à cela, et apparemment non. Personne ne gère ça, en fait. C'est une bonne question à creuser, du coup. Oui. Bah, c'est ainsi que s'achève déjà ce On en parle à Taïwan, qui était présenté aujourd'hui Par François-Xavier. Par Meg. et Sasa. Bye À bye. bientôt. Bye bye, merci.